c'est la sempiternelle question, non? Que veut-on réellement savoir sur nos voisins? Il y a des séries qu'on regarde pour passer le temps et d'autres qui laissent une empreinte. Desperate Housewives, c'est de celles qu'on garde au fond de soi. On la découvre avec curiosité, on y revient avec tendresse et on la revoit encore, même si on connaît déjà chaque réplique par cœur. Pendant 8 saisons, j'ai ri, été choqué, touché, parfois même agacé, mais toujours accroché. Car derrière les secrets, les drames à répétition et les voisins un peu trop indiscrets, cette série parlait de nous, de nos doutes, de nos maladresses, de nos moments de solitude. Elle nous rappelait qu'au milieu du chaos, il reste toujours des amis sur qui compter. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de me replonger dans l'univers de Wisteria Lane, de raconter sa naissance, ses coulisses parfois mouvementées et tout ce qui nous a fait l'aimer. Bref, c'est parti pour une rétrospective renversante. C'est au début des années 2000 que Mark Cherry, scénariste et producteur de télévision, commence à réfléchir à un nouveau projet. À ce moment-là, sa carrière marque un temps mort. Il a connu un certain succès en travaillant sur des sitcoms comme Les Craquantes, mais depuis, plus grand-chose. En voyant le carton de Sex and the City, il réalise qu'il y a un vrai public pour les histoires centrées sur des femmes et que c'est peut-être là qu'il doit puiser son inspiration. Mark, pour situer rapidement, c'est un type un peu old school, gay, cynique sur les bords, très influencé par les comédies classiques et les soap opéras. Un mec qui adore les personnages féminins bien écrits, surtout quand elles ont du mordant. Un préservatif? Oui. Non, c'est pas la peine, on prend le risque. Il se met donc à écrire une série autour de plusieurs femmes vivant dans le même quartier résidentiel, mais les idées ne décollent pas vraiment. Il laisse donc le projet de côté. Et puis, un soir, en regardant la télé avec sa mère, il tombe sur un reportage consacré au procès d'Andrea Yates, cette femme qui avait noyé ses enfants au Texas. Bouleversé, il commente. Cette femme doit être désespérée pour faire ça à ses propres enfants. Sa mère, clope au bec, lui répond du tac au tac « Je suis passé par là ». Et là, révélation. Pour la première fois, elle se confie sur les moments de solitude et de désespoir qu'elle a traversés quand elle était jeune mère de 3 enfants, abandonnée par son mari. En tout cas, je vois pas ce qu'il y a de mieux au monde que la maternité. Sans blague. La plupart des femmes disent que c'est l'expérience la plus extraordinaire de leur vie. La plupart des femmes sont des menteuses. Mark Cherry, qui l'a pensée heureuse et épanouie dans son rôle de mère au foyer, réalise qu'il y avait un monde intérieur qu'il n'avait jamais vu. Il conscientise à ce moment-là que le désespoir des femmes au foyer est un sujet profond, universel et terriblement sous-estimé. Je n'arrive pas à croire que tu essayais de me tuer. Oui, ça va, je m'en veux terriblement. Il se dit alors, si ma propre mère a vécu ça, combien d'autres femmes ont traversé la même chose sans jamais en parler? Et c'est là que l'idée de Desperate Housewives prend racine. Une série qui mélange satire sociale, drame domestique, secret enfoui, avec un petit goût de swap bien assumé. Est-ce que tout va bien? Rien d'autre qu'une petite dispute. Une série sur des femmes au foyer désespérées, sur le papier, ça peut paraître classique. Mais l'auteur y ajoute une touche de modernité piquante. Entre divorce, secret inavouable, trahison conjugale et meurtre bien planqué derrière les haies taillées au millimètre, il tisse une intrigue où l'humour noir et la satire se mêlent au drame domestique. On arrête, je vais briser la glace, d'accord? Moi, je suis sortie, la porte s'est refermée, j'étais dehors toute nue et qui est arrivé? Mike. Rex pleure après l'éjaculation. Et pour couronner le tout, l'histoire est racontée par une narratrice qui vient tout juste de mettre fin à ses jours. On ne le croirait pas en le regardant, mais ce gentil monsieur qui distribue le courrier frappe sa femme. Et cet adorable couple qui fait son jogging tous les matins a un péché mignon, la cocaïne. Une idée aussi tordue que brillante. Montrer l'envers du décor d'un quartier résidentiel à travers le regard d'une femme qui, aux yeux de tous, n'avait aucun problème. Je m'appelle Marie-Alice Young. Habituellement, il ne se passe rien d'extraordinaire dans ma vie. Mais tout a changé jeudi dernier. La mort de Marie-Alice devient donc le point de départ d'un mystère plus vaste, tout en plantant le décor d'un monde où chaque maison, chaque sourire poli, peut cacher une tempête. Mais à Hollywood, personne ne veut de ce projet. HBO, Fox, CBS, toutes les chaînes refusent le script. L'idée paraît trop étrange, trop sombre, trop risquée. Mark Cherry retravaille alors son texte. Il injecte davantage de satire, renforce les pointes d'humour noir et ajuste le ton. Il change environ 20% du script sans se faire trop d'illusions. Au bout du rouleau, il tente le tout pour le tout et envoie son bébé à ABC. Et là, surprise, la chaîne mord à l'hameçon.
Mieux encore, elle décide de programmer Desperate Housewives pour la rentrée télé, aux côtés d'une autre nouveauté prometteuse, Lost. 2 séries radicalement différentes, mais qui vont très vite captiver le public. Petit couac au passage, un dirigeant d'ABC n'est pas très fan du titre. Il propose La vie secrète des femmes au foyer, ou même Wisteria Lane, le nom de la rue où vivent les héroïnes. Mais le scénariste s'accroche à son idée, Desperate Housewives. Ça frappe plus fort, c'est ambigu, un peu provoque, et ça dit exactement ce que la série est. Une fois le feu vert obtenu, il faut passer au casting, et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Pour incarner Susan Mayer, mère divorcée, gaffeuse chronique et romantique dans l'âme, c'est d'abord Courtney Cox qui est envisagée. Mais l'ancienne star de Friends est enceinte et indisponible. C'est donc finalement Terry Hatcher qui décroche le rôle. On l'avait un peu perdu de vue depuis son passage dans Lois et Clark et un rôle remarqué de James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais. À l'époque, elle sort d'un divorce, sa carrière est au point mort. Elle est littéralement désespérée, ce qui, paradoxalement, l'aide à se glisser à merveille dans la peau de Suzanne. Si t'es venu pour me juger, tu peux retourner d'où tu viens. Vient ensuite le rôle de Brie Van de Camp, cette femme au foyer ultra perfectionniste, rigide, conservatrice, obsédée par l'ordre et les bonnes manières, un personnage directement inspiré de la propre mère de Mark Sherry. Quelle voix! Il faut leur reconnaître ça aux catholiques, le chagrin leur va à merveille. Pour ce rôle, c'est Nicolette Sheridan qui se présente à l'audition. Sauf que, ça ne colle pas du tout. Elle faisait une très mauvaise Brie, alors le réalisateur lui a demandé « Ça vous dérangerait de lire le rôle d'Eddie ?» Elle revient quelques minutes plus tard, et là c'est une révélation. En Eddie Britt, la voisine sexy, manipulatrice, provocante et terriblement libre, Sheridan est parfaite. Oh, tu n'es pas au courant? J'ai un mari. Ah oui? À qui il est? Après avoir trouvé l'interprète idéal pour Suzanne et ajusté le rôle d'Eddie, restait à dénicher celle qui incarnerait Brie Van de Camp, cette femme au foyer glacial et obsessionnel, en apparence irréprochable, mais rongée par l'envie de tout contrôler. Attendez! Laissez ce cercueil ouvert. Donne-moi ta cravate. C'est Marcia Cross qui finit par s'imposer avec évidence. Connue du grand public pour son rôle de Kimberly dans Melrose Place, elle marque les esprits dès son audition. Avec son ton sec, sa maîtrise parfaite du non-dit et sa présence aussi élégante qu'inquiétante, elle capte immédiatement l'essence du personnage. Je ne peux plus supporter ta coiffure étrange, ces cheveux qui ne bougent pas. Tu es la petite ménagère banlieusarde avec son collier de perles. Où est la femme dont je suis tombé amoureux? Là où d'autres actrices étaient contentées d'en faire une bourgeoise rigide, Marcia apporte quelque chose de plus froid, de plus complexe. Elle est Brie Van de Camp. T'es qu'une salope, une ordure, tu le sais ça. Excuse-moi, tu peux répéter ce que tu as dit? Pour la petite histoire, le rôle avait d'abord été proposé à Dana Delany, mais l'actrice, jugeant le personnage trop proche d'un rôle qu'elle avait déjà tenu dans la série Pasadena, avait préféré passer son tour. Elle reviendra pourtant sur sa décision quelques années plus tard, en rejoignant la série dans la peau de Catherine Mayfair, un personnage qui partage de nombreuses similitudes avec Brie, aussi bien dans son style que dans ses zones d'ombre. Votre jardin est si beau, c'est à vous couper le souffle. Ouais. Oh, ça me fend le cœur d'avoir à vous demander d'abattre cet arbre. Je vous demande pardon? Pour Lynette Scavo, mère débordée à la tête d'une tribu infernale, c'est Felicity Huffman qui est choisie. À l'époque, elle n'a encore jamais tenu de premier rôle à la télévision, mais elle a ce mélange d'énergie nerveuse, d'ironie et de tendresse qui correspond parfaitement au personnage. Ah, tu parles. Un type qui m'a fait 4 enfants en l'espace de 4 ans. Franchement, je rêve qu'il aille voir ailleurs. Lynette est une ancienne femme d'affaires brillante, qui a tout quitté pour s'occuper de ses enfants, et qui n'en peut plus. Submergée, épuisée, elle alterne entre accès de colère, plans de survie et petits moments de grâce. La comédienne apporte une intensité et un naturel qui rendent son interprétation immédiatement crédible, notamment dans certaines scènes devenues cultes où son personnage perd totalement pied. Sérieusement, maman a très mal à la tête, alors... Éteins ça tout de suite, bordel, ça suffit, qu'est-ce que vous avez tous? Quant au rôle de Gabriel Solis, il a été un peu plus encadré par la production qui ne laisse à Mark Sherry que 2 options. Parmi elles, Eva Longoria. Et c'est évidemment elle qui décroche le rôle haut la main. Ancien mannequin dans la série comme dans la vie, elle incarne à la perfection cette femme matérialiste, gâtée, séduisante, qui dissimule pourtant un profond mal-être derrière son cynisme et ses remarques assassines. S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente. Mais c'est aussi un personnage capable d'émotion, de changement, de prise de conscience. Eva Longoria réussit à équilibrer tout cela avec un charme fou.
J'ai dû me garer à côté de la benne à ordures là-bas. J'ai dû marcher avec des talons aiguilles toute la journée. Vous vous êtes assis et roule ma poule. Et puis, il y a Brenda Strong, qui incarne Marie-Alice. Petit détail que peu de gens savent, le tout premier pilote n'a pas été tourné avec elle. À l'origine, c'est l'actrice Cheryl Lee, connue pour avoir incarné Laura Palmer dans Twin Peaks, qui prêtait sa voix et son visage au personnage. Mais après avoir visionné ce premier montage, le créateur sent que quelque chose ne colle pas. Cheryl est excellente, mais son interprétation ne reflète pas pleinement l'ambiguïté que le rôle exige. À la fois bienveillante et spectrale, chaleureuse mais détachée. Il manque cette légère distance, ce petit sourire dans la voix, cette touche d'ironie douce amère qui rend Marie-Alice si unique. C'est là qu'entre en scène Brenda Strong. It was supposed to be a beautiful day. Kids should have been playing in the park. Women should have been tending their flowers. Son timbre à la fois rassurant et troublant convainc immédiatement Chéri. Il décide alors de retourner toutes les scènes du pilote avec elle. Un changement décisif. C'est grâce à cette voix, presque flottante, que Marie-Alice deviendra l'ombre bienveillante mais lucide de Wisteria Lane. Ce fut le jour où j'ai reçu cette lettre. Comme toutes les lettres de menace, elle était concise et précise. J'ai eu le geste qui s'imposait pour protéger ma famille. Une narratrice omniprésente, toujours là pour nous rappeler que derrière les façades impeccables, chacun cache ses failles. Dans une maison à Fairview, vit un monstre. Un être abominable qui tue des femmes. On peut se demander comment on devient un tel personnage. Et il n'y a pas eu que ce changement-là. Au départ, Rex, c'était lui, et John, c'était lui. C'est qu'une impression ou il y avait de la gêne dans l'air? Au point qu'on en reste toutes sur le cul. Une fois le casting réuni, il manquait encore un élément crucial, le décor. Car Desperate Housewives, ce n'est pas qu'une histoire de femmes, c'est aussi l'histoire d'un lieu. Et ce lieu, c'est Wisteria Lane. Cette rue imaginaire, bordée de maisons impeccables, devient très vite un personnage à part entière. Les extérieurs sont tournés au Colonial Street sur les terrains d'Universal Studios. Une rue de cinéma bien connue, déjà utilisée dans de nombreux films, mais totalement repensée pour l'occasion. Derrière les façades soignées, pourtant, il n'y a presque rien. Ce sont de simples décors creux. Seules les maisons de Gabriel et Eddie possèdent un véritable salon utilisable. Quant à celle de Brie, elle sert surtout de toilette pour l'équipe. Les vraies scènes d'intérieur sont, elles, tournées en studio. Ce choix n'est pas anodin. Le quartier de Wisteria Lane est pensé comme un miroir des personnages. Une surface parfaitement lisse, presque trop belle pour être vraie, qui masque des tensions, des drames, des blessures. Les directeurs artistiques, les jardiniers, les décorateurs, tous participent à la création de ce lieu symbolique. Voici la rue où je vivais, et les gens qui ont partagé ma vie. Je les ai rencontrés le jour de leur arrivée, et j'ai vu ce qu'ils apportaient dans leur bagage. Des rêves et des projets merveilleux. Tous les fans le savent, la musique fait partie de l'identité de la série. Elle accompagne chaque émotion, souligne chaque retournement de situation et participe pleinement à cette ambiance si particulière où l'on passe du rire à la tension en quelques secondes. C'est à partir du 4e épisode de la première saison que Steve Jablonsky rejoint l'aventure. Il restera le compositeur attitré de la série jusqu'au tout dernier épisode, 8 saisons plus tard. Son style subtil et expressif devient rapidement l'un des piliers du ton si particulier de la série. Là où certaines musiques de série se contentent d'accompagner l'action, celle de Jablonsky sculpte littéralement l'atmosphère. Il sait quand insister sur l'ironie d'une situation, quand accentuer l'émotion ou injecter un soupçon de mystère. Son travail devient une sorte de signature sonore. Marc Cherry ne cache pas sa reconnaissance. La précision de ce compositeur, sa capacité à saisir l'équilibre fragile entre comédie, drame et suspense, a selon lui profondément marqué l'ADN de Desperate Housewives. Mais avant même que le spectateur ne plonge dans les intrigues, il y a le générique d'ouverture. Et là encore, Marc Cherry a une vision très claire de ce qu'il veut. Il imagine une séquence visuelle forte qui traverse les époques et illustre avec ironie le rôle assigné aux femmes à travers l'histoire. Pas question de montrer simplement les actrices avec de jolies transitions. Il veut du sens, de la satire et une forme de commentaire social dès les premières secondes. Ce niveau d'exigence va d'ailleurs rendre la tâche très difficile aux studios sollicités. Pas moins de 16 propositions différentes seront refusées. 16 génériques jugés trop fades, trop classiques ou trop éloignés de la vision du créateur. C'est finalement le studio Yoplusko qui relève le défi. Le résultat, une animation stylisée, inventive et pleine de clins d'œil artistiques. Chaque tableau évoque une époque, un stéréotype,
une critique déguisée. Tout commence avec une image inspirée de Lucas Cranach. Pendant que Madame goûte à la pomme, Monsieur se fait écraser par une version géante du fruit. Un renversement symbolique où la femme est tentatrice et l'homme victime. Humilié, ce dernier semble alors vouloir lui faire payer cette faute originelle pour les siècles à venir. Le générique nous transporte ensuite dans l'Égypte antique où la reine Néfertari, épouse du pharaon Ramsès II, est représentée entourée d'une ribambelle d'enfants envahissants. Une image directement associée à la situation de Lynette, submergée par sa maternité. Puis, changement d'époque, on retrouve un clin d'œil au célèbre tableau « Les époux Almolfini ». Le tableau met en scène un mariage arrangé entre un homme riche et une femme soumise, coincée dans son rôle domestique. Un balai trône d'ailleurs en évidence à ses côtés, la ménagère littéralement enfermée dans sa fonction. La séquence suivante s'inspire de American Gothic. Cette fois, le mari finit par succomber au charme d'une pin-up aguicheuse pendant que sa femme, jugée moins attirante, est glissée dans une boîte de sardines à côté des courses d'une autre ménagère. Cette image renvoie directement à une affiche de propagande datant de la Seconde Guerre mondiale, signée Dick Williams, encourageant les femmes à rationner leurs aliments pour soutenir l'effort de guerre. Et c'est là qu'intervient Andy Warhol. La boîte de sardines se transforme en objet pop art, basculant dans un univers coloré, moderne, revendicatif. Après avoir été soumises pendant des siècles, les femmes semblent enfin prêtes à prendre leur revanche. C'est à ce moment précis que nos héroïnes apparaissent à l'écran, annonçant que cette fois, on va parler de leurs histoires, de leur colère, de leurs choix, de leurs secrets. Bienvenue dans les années 2000. Quant à la musique du générique, elle est signée Danny Elfman, compositeur culte derrière les plus célèbres thèmes de Tim Burton, mais aussi de séries comme Les Simpsons. Son thème pour Desperate Housewives est à la fois enjoué, ironique, un brin inquiétant et absolument inoubliable. Le tournage de la première saison se déroule dans une atmosphère intense, marquée par l'urgence et l'improvisation permanente. La machine tourne à toute vitesse et les acteurs sont souvent tenus dans l'ignorance des intrigues à venir. À peine ont-ils le temps d'assimiler une scène que déjà une nouvelle version arrive entre leurs mains. Les réécritures de dernière minute deviennent la norme et ce rythme effréné met tout le monde sous pression. Avec une distribution aussi fournie et des arcs narratifs aussi denses, les scénaristes sont constamment sur le fil, jonglant entre les personnages et les rebondissements. Sur le plateau, les comédiens doivent souvent apprendre 4 pages de dialogue en une demi-heure, juste avant la prise. Une méthode de travail épuisante, mais qui, paradoxalement, les pousse à rester totalement immergés dans leur rôle. Ce climat de tension donne aussi naissance à une vraie solidarité. Malgré la difficulté du processus, une belle entente se forme au sein de l'équipe. Chacun est pleinement investi dans la série, et cela se ressent dans l'énergie collective qui règne sur le tournage. Certaines séquences laissent même des traces physiques. Terry Hatcher, par exemple, se casse 2 côtes en tombant dans un gâteau lors d'une scène burlesque. To the unusual. Brenda Strong, qui prête sa voix à Marie-Alice, s'investit pleinement dans son rôle de narratrice omniprésente. Dès ses premiers enregistrements, elle cherche un bon ton, la juste émotion. Ce qu'elle finit par trouver, c'est une voix douce, presque maternelle, guidée par l'affection sincère que Marie-Alice porte aux femmes de Wisteria Lane. Elle raconte avec son cœur, comme si elle veillait encore sur elle depuis l'au-delà. Du côté des personnages, certains éléments sont directement tirés de la vie de Mark Sherry. La famille Van de Kamp, par exemple, s'inspire de sa propre famille. La mort de Rex, victime d'une crise cardiaque après une série de tensions conjugales, fait écho à celle de son propre père. Et lorsqu'Andrew, le fils de Brie, fait son coming out, celle-ci lui dit « Andrew, je t'aimerais même si tu étais un horrible assassin. » Une phrase que la mère de Mark lui avait prononcée lors de son propre coming out. Mais tout n'est pas tiré de la vie réelle. Certains éléments plus surprenants viennent directement des acteurs eux-mêmes. Steven Culp, qui interprète Rex, propose que son personnage, déjà impliqué dans une liaison extra-conjugale, soit aussi amateur de pratiques sadomasochistes. Il suggère à Sherry d'ajouter un peu de cuir et de latex pour pimenter son intrigue, ce qui sera accepté avec enthousiasme. Bottes ou talons aiguilles? Talons aiguilles. Il se pourrait que ça fasse mal. Terry Hatcher, elle, vit un moment particulièrement délicat lors d'une scène où Suzanne doit se retrouver nue face caméra. Je peux marcher la tête haute! Le jour du tournage, elle arrive à 6 h du matin, très nerveuse, tendue, consciente que toute l'équipe technique l'attend sur le plateau. Pour briser la gêne ambiante, elle décide de faire un geste radical. Elle ouvre son peignoir devant tout le monde avant les prises, un moyen comme un autre de casser la glace. L'équipe tente d'abord de tourner avec des sous-vêtements discrets, comme un string et soutien-gorge couleur chair, mais à l'image, ça se voit trop. La solution retenue? Quelques bandes de ruban adhésif, stratégiquement placées. Après le tournage, Terry Hatcher plaisante, pas besoin de s'occuper de l'épilation, le ruban s'en est chargé.
Durant l'écriture de la première saison, les scénaristes envisagent que Tom trompe Lynette. Mais finalement, cette intrigue est abandonnée. Entre Brie qui divorce, Gabi qui enchaîne les infidélités et Suzanne qui peine à trouver l'amour, il fallait au moins un couple stable au cœur de tout ce chaos. Tu as l'air ridicule avec ce truc sur la tête. Oui, ridicule, mais sexy. La série fait ses débuts le 3 octobre 2004 sur ABC et c'est un raz-de-marée. Le premier épisode réunit 22 millions de téléspectateurs qui découvrent pour la toute première fois les péripéties bien huilées, ou plutôt bien corsées, de Lynette, Gabi, Suzanne et Brie. Semaine après semaine, l'engouement ne faiblit pas, bien au contraire. Les audiences ne cessent d'augmenter, portées par le bouche à oreille et l'effet addictif de cette satire domestique pleine de secrets, de drames et d'humour noir. Le dernier épisode de la saison 1, qui révèle enfin les raisons de la mort de Marie-Alice, atteint les sommets. Plus de 30 millions de téléspectateurs, la meilleure audience de toute la série. Paul! Non! Le phénomène est tel qu'il dépasse les frontières de la télévision. Lors d'un dîner organisé à la Maison Blanche pour les journalistes, le président Bush se lance dans un petit exercice d'autodérision. Et la First Lady, Laura Bush, en profite pour se décrire avec humour comme une Desperate Housewife. 9 o'clock. Mr. Excitement here is sound asleep. And I'm watching Desperate Housewives. Ladies and gentlemen, I am a desperate housewife. Un clin d'œil inattendu qui confirme à quel point la série est devenue une référence culturelle, même dans les plus hautes sphères du pouvoir. On parle désormais de Wisteria Lane. Eva Longoria se souvient d'un moment marquant. Un jour, dans sa loge, Marcia Cross lui lance que leur vie allait complètement changer. Eva, un peu sceptique, ne la croit pas sur le moment. Et pourtant, la série explose. Les actrices deviennent des stars mondiales et plus rien ne sera jamais comme avant. Forte de ce succès fulgurant, une deuxième saison est évidemment commandée sans attendre. Elle démarre dans l'enthousiasme général avec un nouveau mystère au cœur de l'intrigue, celui des Applewhite, des voisins fraîchement installés qui cachent un homme enchaîné dans leur cave. Je prends le plateau. Tu prends l'arme. Une intrigue plus sombre, plus énigmatique, censée reproduire l'effet Marie-Alice de la première saison. Ils ont acheté leur maison sans l'avoir visitée. Et ils ont emménagé en pleine nuit. Mais cette fois, les critiques sont beaucoup plus mitigées. Et pour cause, Marc Cherry, trop occupé sur d'autres projets, confie l'écriture à son équipe de scénaristes. Résultat, la cohérence s'en ressent. En plus de ça, la chaîne impose à la dernière minute un 24e épisode, alors que seuls 23 étaient initialement prévus. Un épisode supplémentaire qui bouleverse le calendrier de production déjà bien serré, forçant les équipes à bâcler certaines scènes pour tenir les délais. Terry Hatcher racontera plus tard les coulisses chaotiques de cette saison. Des scripts envoyés en retard, parfois incomplets, une organisation compliquée et un tournage sous tension. D'autres membres du casting comme Marcia Cross, James Danton ou Felicity Huffman partageront ce même ressenti. Cette deuxième saison n'a pas eu la rigueur ni la magie de la première. Et pourtant, malgré ses couacs, le show reste un hit. Avec une moyenne de 24 millions de téléspectateurs, la série conserve une place de choix dans le cœur du public. La chaîne renouvelle donc la série pour une troisième saison, que Marc Cherry promet plus sombre, plus intense et pleine de rebondissements. Un retour aux sources avec une intrigue mieux structurée et le retour du showrunner aux commandes. En revenant aux commandes, il s'entoure de nouveaux scénaristes bien décidés à remettre Desperate Housewives sur de bons rails. Leur première idée ? Effectuer un bond dans le temps de 6 mois pour permettre aux intrigues de redémarrer avec de nouvelles dynamiques et un rythme plus tendu. L'élément central de cette nouvelle salve d'épisodes, un personnage inquiétant, Orson Hodge, le nouveau mari de Brie, dont le passé trouble va semer le doute sur ses véritables intentions. La saison prend aussi un virage plus sombre avec des intrigues marquantes. Un épisode dramatique met en scène une prise d'otage dans un supermarché, l'un des moments les plus tendus de toute la série. Elle a voulu vous piquer votre mari? Bah fallait le dire. C'était un coup de feu. Nous venons d'entendre un coup de feu à l'intérieur du bâtiment. Elle a eu ce qu'elle méritait. Oui, bah peut-être que vous méritez d'être cocu. Pardon, je suis désolée, j'aurais jamais dû dire ça. Je vous le confirme. Un autre pousse un voisin en apparence irréprochable au centre d'un scandale en le faisant passer, aux yeux du quartier, pour un potentiel pédophile. J'étais en quelque sorte obligé de m'occuper de Rebecca, alors je m'interdisais plus ou moins de vivre à fond
Vous ne pouvez pas rester ici. Prenez bien soin de vous et de votre merveilleuse petite famille. Cette troisième année est également plus physique pour les comédiens. Maman? Est-ce que ça va? Certaines scènes nécessitent des cascades et plusieurs personnages adolescents prennent une place plus importante dans les intrigues. Plus dense, plus intense, cette saison est un véritable tournant. Elle rassemble en moyenne 19 millions de téléspectateurs et séduit à la fois le public et les critiques. Elle sera même récompensée par plusieurs prix et nominations. Un détail amusant attire l'attention des plus observateurs. Le ventre de Marcia Cross est presque toujours caché à l'écran. Et pour cause, l'actrice était enceinte pendant toute la saison. Il faut donc ruser. Semaine après semaine, les scénaristes et la mise en scène rivalisent d'imagination pour dissimuler son ventre grandissant. Une fois derrière une crèche, une autre derrière une maison en pain d'épices, ou encore planqué derrière une télévision, un meuble, voire un autre acteur. Les astuces visuelles s'enchaînent jusqu'à ce que l'actrice finisse la saison presque uniquement assise, puis allongée. Pour expliquer son absence dans les derniers épisodes, Brie part en lune de miel à partir de l'épisode 15. Les plans restants sont tournés avec une doublure. Des journées ordinaires dans une banlieue résidentielle, sublimées par la présence d'une épouse parfaite à ses côtés. Autre anecdote, à l'origine, Orson devait être le tueur au cœur du mystère de la saison. Mais l'interprète du personnage propose à Mark Cherry de faire d'Orson un personnage régulier. L'idée séduit Cherry, qui imagine alors un nouveau twist, faire apparaître la mère d'Orson, jouée par Dixie Carter, et la rendre responsable du crime. Ce retournement permet au personnage de rester dans la série et aux comédiens de prolonger l'aventure. La 4e saison marque l'arrivée d'un nouveau personnage clé, Catherine Mayfair. Une femme mystérieuse au passé trouble et le couple homosexuel Bob et Lee qui apporte une nouvelle énergie au voisinage. En fait, nous sommes partenaires de vie. J'ai vu des tas de séries sur le câble, alors je vois de quoi il s'agit. J'espère qu'on sera à la hauteur de vos stéréotypes. Mais cette saison est confrontée à un obstacle majeur, la grève des scénaristes qui paralyse Hollywood en 2007. Ce conflit historique dure 100 jours et impacte profondément la production de nombreuses séries. Résultat, la saison 4 ne comptera que 17 épisodes au lieu des 23 initialement prévus. Un coup dur pour la narration, mais les scénaristes parviennent à condenser les intrigues sans sacrifier la qualité. Malgré les contraintes, cette saison reste l'une des plus appréciées des fans, en grande partie grâce au mystère entourant Catherine et aux tensions qu'elle provoque dans le quartier. Ça m'a toute froide. Après l'impact émotionnel fort de l'épisode de la prise d'otage en saison 3, l'équipe créative décide de mettre en place une nouvelle tradition, celle de l'épisode catastrophe de mi-saison. Chaque année, un événement dramatique viendrait bouleverser la tranquillité apparente de Wisteria Lane, offrant une montée en tension aussi spectaculaire que narrative. C'est ainsi qu'au fil des saisons, on verra un incendie dévaster un bâtiment en saison 5, Là-bas, le rideau, il y a le feu. Oh, on est coincé. un crash d'avion en pleine rue en saison 6, puis une émeute violente en saison 7. Mais pour la saison 4, le créateur veut frapper un grand coup, et surtout faire quelque chose de très différent. Son idée initiale, une inondation, mais rapidement le budget entre en jeu. Faire venir 20 millions de litres d'eau coûte bien plus cher qu'une immense machine à vent. Le choix est vite fait, ce sera donc une tornade. Le plan tornade était déclenché dans Wisteria Lane. L'épisode 9, donc, devient ainsi l'un des épisodes les plus ambitieux et les plus chers de toute la série. La complexité est partout, dans la logistique, dans les effets spéciaux, dans l'écriture même. Il ne suffit pas de montrer du vent et des débris, il faut que les intrigues convergent, que les tensions explosent au bon moment et que chaque personnage ait son moment de vérité au milieu du chaos. Les auteurs travaillent donc d'arrache-pied. Ils imaginent des voitures qui tombent du ciel, des barbecues qui s'envolent, et surtout, 5 intrigues majeures qui doivent atteindre leur climax au même moment que le passage de la tornade. Victor tente de tuer Carlos. Où est Gabi? Je crois qu'on va devoir l'attendre, ensemble. Madame McCluskey sort de chez elle avec Lynette pour retrouver le chat de sa seule véritable amie. Gabi et Eddie se battent. Oh, t'es là, tant mieux. Suzanne, enceinte, tombe dans les escaliers. Et un couple explose chez Brie. Tout doit s'enchaîner parfaitement.
Un épisode classique se tourne en 8 jours, celui-ci demandera près du double. Les machines à vent, capables de générer des rafales entre 160 et 190 km/h, rendent évidemment les conditions de tournage extrêmement difficiles. Le bruit assourdissant empêche les acteurs de se faire entendre, ce qui oblige l'équipe à redoubler l'intégralité des dialogues en post-production. Pour se protéger, les comédiens et techniciens doivent porter des équipements spéciaux pour les yeux et les oreilles. Dana Delany, qui incarne Catherine, vit une scène devenue culte, malgré elle. En plein tournage extérieur, elle doit cracher au visage d'un autre personnage. Mais avec la force des ventilateurs, le crachat lui revient instantanément en pleine figure. Autre défi de taille, le temps ensoleillé. Car même si le scénario impose un ciel sombre et menaçant, la météo ne collabore pas. Il fait beau durant toute la période de tournage. Pour recréer l'ambiance apocalyptique, la production installe alors une immense toile de 9 mètres sur 12, suspendue à une grue afin de plonger les comédiens dans l'ombre. Les équipes d'effets visuels se chargent ensuite de rajouter des nuages, de supprimer toutes les ombres parasites et de rendre chaque plan crédible. Un travail minutieux, retouché, image par image. Même les décorateurs, habituellement chargés de rendre Wisteria Lane aussi accueillante qu'une carte postale, doivent cette fois-ci tout saccager. La maison de Madame McCluskey est réellement détruite. Et pour rendre cette destruction réaliste tout en restant sécurisée pour les acteurs, l'équipe de production installe un conteneur de bateaux sous la maison avec un vide sanitaire renforcé qui fait office de tunnel. C'est par là que les personnages pourront apparaître ou disparaître dans les décombres comme s'ils émergeaient d'un véritable champ de ruines. Oui, prenez mon bras, c'est bon. À la fin de l'épisode, c'est une image pensée dès le départ par le créateur qui vient clore le chaos. Lynette sort de chez elle, regarde autour d'elle et hurle en découvrant les restes de la maison de Madame McCluskey. Un tournage titanesque pour un épisode qui deviendra l'un des plus emblématiques de la série. Malgré cette fin, le tournage de la scène suivante, au tout début de l'épisode 10, s'est avéré tout aussi intense pour les actrices. L'émotion était à son comble lors de la séquence où Madame McCluskey apprend la mort de sa meilleure amie. Tom! Ouida! Eddie, pourtant souvent distante et sarcastique, lui prend doucement la main et la caméra s'attarde sur ce geste simple, lourd de sens. Pour Nicolette Sheridan, cette scène fut particulièrement difficile à tourner. À chaque prise, les larmes montaient. L'atmosphère était lourde, presque irréelle. Le tournage effectué de nuit laissait flotter une charge émotionnelle que l'équipe n'oubliera pas de sitôt. Cet épisode restera gravé comme l'un des plus marquants de toute la série. Marc Cherry lui-même en était convaincu. Il sait que, des années plus tard, les téléspectateurs se souviendront de cette tornade comme d'un moment culte. Un tournant autant dans la narration que dans la façon de repousser les limites techniques du show. Ce sera d'ailleurs le dernier épisode à franchir la barre des 20 millions de téléspectateurs. La saison 4 rassemblera en moyenne 17 millions de fans. Si ces chiffres restent solides, une tendance commence à se dessiner. La baisse des audiences touche peu à peu toutes les grandes séries, notamment à cause de l'explosion du téléchargement illégal. Conscient de cette évolution, le créateur juge que le moment est venu de repartir à zéro, d'injecter un nouveau souffle. C'est ainsi que s'ouvre la 5e saison avec un bond dans le temps de 5 ans. Une audace scénaristique rare à la télévision qui permet à la série de se réinventer. Les enfants ont grandi, les couples ont évolué, de nouveaux mystères apparaissent, mais bizarrement, ce ne sont pas les intrigues de Wisteria Lane qui font le plus parler cette année-là. L'attention se porte sur les coulisses et plus précisément sur un conflit explosif entre Marc Cherry et Nicolette Sheridan. La comédienne accuse le créateur de la série de l'avoir giflée sur le plateau. Selon elle, il s'approche d'elle et la frappe au visage avec sa main droite. Son avocat signale immédiatement l'incident à Touchstone, la société de production, mais dans un premier temps, aucune poursuite n'est engagée. La situation prend un nouveau tournant lorsque Marc Cherry décide de faire mourir le personnage d'Eddie. Nicolette Sheridan y voit une mesure de représailles et décide alors d'intenter un procès pour rupture abusive de contrat et mauvais traitement sur le tournage. L'avocat de Cherry reconnaît qu'il y a bien eu une altercation, mais conteste la version de l'actrice. Selon lui, il s'agissait d'un simple geste illustratif, un léger coup, pour montrer une action dans une scène sans aucune intention de nuire. Faute de preuves tangibles, Sheridan perd son procès. Mais cette affaire va révéler un autre secret de coulisses. Il aurait été sérieusement envisagé de faire mourir Suzanne dans le final de la saison 5. Ce choix radical aurait été lié à des tensions persistantes entre Terry Hatcher et certaines autres actrices du casting principal. Mais malgré ces tensions, la 5e saison a aussi connu des moments de joie. Notamment un événement symbolique pour toute l'équipe, le 100e épisode.
Un cap important que les scénaristes ont choisi de célébrer avec un épisode très particulier qui se détache totalement des intrigues en cours. Pour cette occasion, ils imaginent une histoire construite autour d'un personnage discret mais familier, Ellis Scruggs, l'homme à tout faire du quartier. L'épisode, tout en émotion, s'ouvre sur sa mort et remonte le fil de ses interactions avec les habitants de Wisteria Lane. On découvre à quel point Ellie a été présent dans leur vie. Il a réparé leur lavabo, leur tapis, mais aussi leurs blessures, leurs doutes, leur silence. Il n'est pas juste un homme de service. L'un des moments les plus forts reste sa dernière rencontre avec Marie-Alice, juste avant qu'elle parte. Ça va bien, vous êtes sûr? Vous devriez y aller. Avant de tourner chaque épisode, toute l'équipe, acteurs, scénaristes, réalisateurs, se retrouve autour d'une grande table pour une lecture collective. Une tradition que Marc Chery a instaurée dès le début, héritée de ses débuts sur Les Craquantes. Il savait qu'une réplique qui semble drôle sur le papier peut tomber à plat une fois prononcée. Ces lectures hebdomadaires permettaient d'ajuster les dialogues en direct, de sentir les rythmes et surtout de créer un vrai esprit d'équipe. Mais malgré ce bel épisode et quelques idées originales, la 5e saison déçoit. Ouais, là c'est le moment où je donne plus mon avis. Le bond dans le temps de 5 ans présenté comme un renouveau s'avère assez superficiel. Sur le papier, les choses ont changé, hein. Gabi est appauvrie, Carlos est aveugle, Suzanne est célibataire, mais très vite, tout redevient comme avant. Carlos retrouve la vue, la richesse revient, Gabi redevient la même, et les autres évoluent à peine. Le nouveau départ promis finit par ressembler à un simple lifting. Même le mystère central, celui de Dave Williams, peine à captiver autant que les précédents. Et que dire du cliffhanger de fin de saison, centré sur une question peu palpitante. Qui va épouser Mike, Suzanne ou Catherine? Une fausse tension qui n'emballe ni les critiques, ni les fans. La saison attire tout de même 14 millions de téléspectateurs, ce qui reste honorable, mais confirme une baisse progressive de l'engouement. Et c'est donc au tout début de la saison 6 que l'on découvre la réponse, c'est bien Suzanne qui a épousé Mike. Ça t'ennuierait de me sortir mes gants? Je suis désolée, je te relâcherai après la cérémonie. Un choix qui bizarrement n'était pas prévu à l'origine. Marc Chery pensait initialement marier Mike à Catherine, laissant Suzanne sombrer dans une dépression nerveuse. Mais pendant des vacances, alors qu'il discute avec des fans de la série, il comprend que la majorité d'entre eux va absolument revoir le couple Suzanne-Mike. À force d'insistance, il se ravise. La 6e saison introduit de nouveaux voisins, la famille Bolen. Des personnages mystérieux, porteurs d'un lourd secret, comme le veut la tradition. Tout le monde doit nous voir comme des gens normaux et sympathiques. Angie, la mère, apporte un vent de nouveauté à la série. Avec son tempérament bien trempé et sa personnalité affirmée, elle tranche avec les autres habitants du quartier. Maman, ne m'aidez! Abous-le! Éloigne-toi de mon fils! Oh, maintenant c'est toi qui m'agresse! La prochaine fois que tu t'approches de lui, je te jure, je te bute, tu seras pas éternellement à ses côtés. Cette saison est également marquée par un tueur en série qui s'en prend à des femmes en les étranglant, une intrigue sombre qui donnera lieu à l'un des épisodes les plus marquants de la série. Allez, on y va! Mais tout n'est pas aussi réussi. Le traitement réservé à Catherine fait grincer des dents. Le personnage, pourtant si bien construit dans les saisons précédentes, est soudain transformé en caricature. Instable, psychotique, puis subitement lesbienne. Un virage scénaristique brutal, mal amené, dicté par des contraintes extérieures. En effet, ABC souhaite que Dana Delany quitte Desperate Housewives pour se consacrer à sa nouvelle série Body of Proof, d'où le départ précipité de son personnage sans véritable conclusion. Sinon, l'épisode final de la saison est riche en rebondissements. Une infirmière avoue avoir échangé 2 bébés à la naissance. Tous les membres de la direction de cet hôpital doivent savoir ce que j'ai fait. Comment dit-on à des parents que l'enfant qu'ils élèvent depuis sa naissance n'est pas le leur? Un final explosif. Elle est dans le détonateur. Et en toute dernière image, le retour de Paul. Le tout nouveau résident de Wisteria Lane. Je suis convaincu que vous allez vous plaire dans cette rue. À vrai dire, j'y ai déjà vécu. Ce comeback était prévu depuis longtemps. Marc Chery souhaitait déjà faire revenir Paul dans le final de la saison 5, mais l'acteur était alors engagé sur Mad Men. Ce n'est donc qu'à la fin de la saison 6 que le personnage refait surface. Cette saison est suivie par 12 millions de téléspectateurs. Et à l'origine, la 7e saison devait être la dernière, mais ABC renouvelle finalement le contrat de Marc Chery pour une saison supplémentaire. Pour donner un nouveau souffle encore une fois à la série,
Une nouveauté majeure est introduite, l'arrivée de Vanessa Williams dans le rôle de Renée Perry. Ladies, there's a new housewife in town. ABC's Desperate Housewives. L'actrice, encore sous contrat avec la chaîne après l'arrêt de Glibetti, trouve rapidement sa place dans le voisinage avec son élégance, sa langue bien pendue et son sens inné du drama. La saison 7 renoue aussi avec les racines du show, en refermant plusieurs intrigues lancées dès la première saison. Carlos découvre enfin qui a tué sa mère. Y a pas un jour où je me dis pas que j'aurais dû trouver celui qui a fait ça. Ce gars était pourtant pas loin. Je l'emmenais voir des matchs avec moi. Paul, de retour à Wisteria Lane, finit par avouer le meurtre de Martha Huber. Et de son côté, Gabi est confrontée à un traumatisme du passé, le retour de son beau-père, celui qui l'avait agressé dans son adolescence. Gabriel, je t'en prie, de qui tu te moques là? Cette intrigue aboutit à l'un des meilleurs cliffhangers de la série, intense, inattendu, émotionnellement violent. Tu devais nous téléphoner. C'est mon beau-père. Celui qui... J'ai jamais porté plainte. Personne n'est au courant. J'ai tué le salopard qui a violé ma femme. S'il faut que j'aille en prison, j'irai. Non, tu n'iras pas. Malgré ses efforts, les audiences poursuivent leur déclin, avec une moyenne de 11 millions de téléspectateurs. À l'approche de la 8e saison, des rumeurs évoquent encore une possible 9e. Mais c'est Eva Longoria qui, la première, officialise la nouvelle sur les réseaux sociaux. La 8e saison sera bel et bien la dernière. Elle remercie les fans, Marc Cherry, et exprime toute sa gratitude envers cette série qui a changé sa vie. La dernière saison se recentre sur deux grands axes, la séparation de Tom et Lynette et surtout le secret autour du corps d'Alejandro, enterré dans les bois. Ce secret va faire imploser le groupe. Carlos sombre dans l'alcoolisme, Suzanne agit de manière de plus en plus conne et Brie s'effondre. Harcelée par son ex-petit ami policier, rejetée par ses amis, replongeant dans l'alcool, elle frôle l'irréparable et finit par risquer la prison en endossant seule la responsabilité du meurtre. En coulisses, l'ambiance est bien plus légère. L'équipe savoure chaque moment consciente que l'aventure touche à sa fin. Le mariage de Renée est le tout dernier décor construit pour la série et aussi la dernière scène tournée avec tout le casting. L'émotion est partout. Les acteurs, les anciens scénaristes, les producteurs, tout le monde se réunit pour ce dernier jour. Pourtant, la dernière image filmée de Desperate Housewives n'est pas celle du mariage, mais une scène bien plus intime, le poker final entre les 4 héroïnes. Ça va faire un drôle de vide. Ça va me manquer. Ah, les filles, si vous saviez, je suis carrément dingue de vous. Il manquait une petite réplique de Marcia Cross. Alors, après la fête du mariage, l'équipe s'installe dans la cuisine de Lynette pour la tournée. Eva, Felicity et Marcia sont présentes. Terry Hatcher, absente ce jour-là, a déjà enregistré ses dialogues. Pour l'occasion, Marc Cherry s'assoit à sa place autour de la table. Une fois la scène terminée, il prend la parole, il remercie, il partage ses émotions et l'équipe l'applaudit. Puis, Vanessa Williams chante une belle chanson, dans une atmosphère à la fois douce et déchirante. Marc Cherry reste avec les actrices dans les décors pendant plus de 2 heures. Et c'est ainsi que s'achève l'aventure Desperate Housewives. Mais l'émotion ne s'arrête pas là. L'interprète de Madame McCluskey se bat depuis des années contre un cancer du poumon. Fatiguée, affaiblie, elle continue à tourner. Les scénaristes choisissent alors d'inclure sa maladie dans l'histoire. Son personnage meurt dans le tout dernier épisode. Pour clore la série, le créateur imagine un montage final mis en musique sur l'une de ses chansons préférées, Wonderful Wonderful. Un moment suspendu où la mort, l'amour, le mariage et la vie s'entremêlent. Ce montage est une déclaration presque philosophique. Pour lui, Desperate Housewives n'a jamais été qu'un swap. C'était aussi un moyen d'exprimer sa vision de la vie, de dire que les instants les plus intimes, les plus banals parfois, sont ceux qui nous définissent, et que malgré les tragédies, malgré les pertes, il reste toujours une part de lumière. 2 mois seulement après la diffusion du tout dernier épisode, une nouvelle bouleversante frappe les fans de la série. Catherine Houston, qui est donc l'inoubliable Madame McCluskey, s'éteint après un long combat contre un cancer du poumon. Son personnage n'était pourtant prévu que pour une apparition ponctuelle. Mais face à la force qu'elle insuffle dès ses premières scènes, Marc Cherry comprend immédiatement qu'elle est là pour rester. Elle incarnera jusqu'au bout cette voisine à la langue bien pendue, au cœur immense et au courage discret. Pour la fin, Marc Cherry avouera s'être inspirée d'une interview de J.K. Rowling dans laquelle elle expliquait avoir toujours su comment finir Harry Potter dès le tout premier tome. Cette idée le marque. Et c'est ainsi qu'il conçoit la fin de Suzanne quittant Wisteria Lane, observée en silence par les fantômes du passé. Une dernière marche, une dernière traversée, sous le regard de celles et ceux qui ne sont plus.
La 8e saison, malgré la baisse d'audience, environ 8 millions de téléspectateurs en moyenne, donc la plus faible de la série, parvient à rassembler plus de 11 millions de fans pour son ultime épisode. Une preuve que, même affaiblie par le temps et les modes qui changent, la série avait su conserver une place précieuse dans le cœur du public. Et plus de 10 ans après la fin, Desperate Housewives continue de faire parler. Pas seulement pour ses intrigues bien ficelées ou ses personnages iconiques, mais aussi pour ce qui s'est passé en coulisses. Les langues se sont un peu déliées. Eva Longoria, notamment, a révélé avoir été victime de harcèlement pendant le tournage. Sans jamais nommer son agresseur, elle évoque des journées de travail redoutées, vécues comme une torture psychologique. Jusqu'au jour où Felicity Huffman, sentant son mal-être, est intervenue pour y mettre fin. D'autres rumeurs en revanche sont plus floues. Terry Hatcher aurait été distante, difficile, voire ingérable sur le plateau. Pourtant, rien ne me permet de le confirmer. Les images des tournages, les bêtisiers, les témoignages d'équipe montrent une ambiance généralement chaleureuse. Peut-être qu'on ne connaîtra jamais toute la vérité et peut-être que ce n'est pas si important finalement. Parce que ce qui reste au fond, c'est l'œuvre collective. L'ingéniosité des auteurs, l'engagement des acteurs, le souci du détail des décorateurs, des costumiers, des techniciens, c'est ce quartier fictif devenu familier, ce sont ces femmes imparfaites, attachantes, brillantes qui ont marqué des millions de vies à travers le monde. Pour Marc Cherry, Desperate Housewives restera à jamais un projet à part. Il le dit lui-même, il était au chômage, la quarantaine bien entamée, dans une impasse professionnelle. Cette série, c'était son coup de poker, sa dernière carte, son bébé. Et il savait au plus profond de lui qu'il n'aurait probablement plus jamais une telle opportunité. D'autres projets viendront, bien sûr, mais rien ne sera jamais comme Desperate Housewives. Et malgré quelques intrigues avortées, des saisons moins inspirées et certaines facilités scénaristiques, Desperate Housewives demeure et demeurera sans doute toujours l'une des séries les plus marquantes des années 2000. Elle a redéfini un genre, osé mêler le swap, le drame, le polar et la comédie avec une finesse rare. Elle a su capturer les tourments du quotidien, les douleurs enfouies derrière les sourires polis et l'inlassable quête de bonheur derrière les clôtures blanches. Elle a marqué une génération entière, pas seulement par ses rebondissements ou ses répliques cultes, mais parce qu'elle a su parler de nous. Et si l'on devait retenir une chose de l'œuvre de Marc Cherry, c'est peut-être cette leçon discrète mais essentielle. La vie est loin d'être parfaite, mais elle mérite d'être vécue pleinement. Car entre les deuils, les maladies, les secrets inavoués et les colères silencieuses, il y a aussi l'amour, l'amitié, les fous rires et les parties de poker entre amis. Alors souvenez-vous, peu importe les tempêtes que vous traversez, essayez toujours de voir la beauté derrière le chaos. Car, au fond, la vie est si merveilleuse.